Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 6 mai 2023. Cette semaine, on va parler d'intelligence artificielle une fois encore. La révolution est en marche, mais à force de vouloir aller trop vite, on fait parfois des bêtises. On va voir comment Snapchat s'est emmêlé les pinceaux avec son chatbot d'intelligence artificielle. Vous découvrirez aussi comment on peut cloner la voix du président de la République pour lui faire chanter du Charles Aznavour. C'est l'expérience étonnante à laquelle s'est livré le YouTuber Defend Intelligence. Il va tout nous raconter. On verra aussi comment l'IA impacte de nombreux métiers. On va en parler avec un spécialiste de l'innovation américaine, le français Georges Naon, un entretien passionnant. Et justement, on découvrira en détail une intelligence artificielle avocate. Vous lui posez des questions juridiques et elle vous répond. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 87. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Monde Numérique, c'est chaque samedi, 40 minutes de news et d'interviews consacrées aux meilleurs de la tech, parfois aussi aux pires. Et si vous en voulez davantage, l'hebdo en version premium long format, interview intégrale, est disponible sur Apple Podcast dès le samedi matin. Les épisodes gratuits de Monde Numérique sont disponibles, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi écouter la web radio sur mondenumérique.info. Donc que vous soyez un pro de la tech ou un simple curieux, bienvenue, ce programme est fait pour vous. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Bonjour Lisa. Bonjour Jérôme. Alors on va commencer avec une question. Qu'est-ce qu'on utilise tous les jours mais que l'on déteste ? Les mots de passe, bien entendu. Et on en parle parce que cette semaine, le 4 mai exactement, c'était la journée du mot de passe. Une journée qui a pour but chaque année de sensibiliser à l'importance d'utiliser de bons mots de passe. Lisa, je te nomme experte en cybersécurité de Monde Numérique. Peux-tu nous rappeler quelques règles de bonne conduite en la matière ? Eh bien déjà, on ne le répétera jamais assez, mais un bon mot de passe, c'est entre 8 et 12 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Et certains experts en cybersécurité et même la CNIL conseillent parfois même plutôt d'utiliser des phrases de passe pour déjouer les attaques de dictionnaire, celles qui consistent en fait à tester une série de mots de passe potentiels les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on peut mettre par exemple, pardon je t'interromps, valise, chaussures, poil de carotte, ça c'est une phrase de passe. Oui, ou alors on peut vraiment réaliser une phrase tout en prenant en considération qu'effectivement il faut rajouter des majuscules et des chiffres pour un peu brouiller les pistes, mais ça peut être une phrase comme le ciel est violet, aléatoire, voilà par exemple. Voilà. C'est bien, parce que ça tombe pas sous le sens. Exactement. Autre chose, il faut surtout pas mettre de nom, pas de date de naissance, ni les prénoms de vos enfants ou le nom de votre chat, puisque ce sont des informations qui sont facilement identifiables. Il faut également penser à changer régulièrement ces mots de passe, puisque la France fait partie des pays les plus touchés par les fuites de données, selon un expert en cybersécurité interrogé par le média 20 minutes. Et enfin, dernier conseil, utiliser un mot de passe ou une phrase de passe pour chaque site ou application, même si cela peut sembler fastidieux, et surtout pas le même mot de passe partout, même légèrement modifié. Et enfin, on rappelle que on peut également utiliser un gestionnaire de mots de passe pour éviter d'avoir à retenir tout cela soi-même. Oui, ça c'est très très pratique. En plus, ça génère automatiquement des mots de passe complexes, les gestionnaires de mots de passe. C'est top. Bon, avoir des mots de passe solides, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, leur sécurité serait menacée par l'intelligence artificielle. Oui, par ChatGPT et d'autres formes d'intelligence artificielle qui pourraient deviner nos mots de passe. Alors comment ? Eh bien tout simplement en collectant nos données personnelles et des informations sur nos habitudes pour en déduire nos mots de passe. C'est ce que laissent en tout cas entendre certains experts en cybersécurité qui estiment que l'automatisation des tâches vers laquelle tendent les IA va forcément faciliter la vie des cybercriminels. D'où l'intérêt d'utiliser des mots de passe forts, mais aussi la double authentification qui se généralise, c'est-à-dire qu'on reçoit un code par SMS ou par email. Et puis c'est pas tout. Depuis cette semaine, on peut utiliser son compte Google avec ce qu'on appelle une passkey, comme chez Apple. Effectivement, Google généralise ce que l'on appelle les passkeys, les clés de passe, et il faut remonter un peu plus d'1 an en arrière pour comprendre cette histoire. Microsoft, Apple et Google avaient décidé de travailler main dans la main sur une méthode de connexion universelle basée sur le protocole FIDO. Et avec FIDO, eh bien, il n'y a plus besoin de mot de passe. Il suffit de l'empreinte digitale ou alors de la reconnaissance faciale ou même d'un code PIN sur son smartphone, et de là est créée une paire de clés chiffrées dont l'une reste sur
sur l'appareil en local et l'autre chez le fournisseur de services, créant ainsi 2 niveaux de sécurité. Et c'est donc une méthode qui est jugée à la fois moins fastidieuse et surtout plus sûre. Et le bonus, c'est qu'en plus, en cas de perte ou de vol de son mobile, il est possible de révoquer à distance son passkey. Ouais, c'est pas mal. Donc en fait, on se connecte, on a un pop-up sur son téléphone et puis ensuite, ça débloque lorsqu'on donne son accord l'accès sur l'ordi. Un mot encore en matière de cybersécurité, toujours du côté de Google et notamment du côté de Gmail. Oui, Gmail poursuit sa lutte contre le phishing en proposant à son tour un système de certification. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'une petite coche bleue que l'on peut retrouver également chez Twitter et qui sera associée à votre adresse mail pour certifier au destinataire que votre adresse d'expédition est fiable. Cela permet de la distinguer des nombreux spams et tentatives d'arnaque qui polluent nos boîtes mail au quotidien. Et c'est donc un service qui est pour l'instant réservé aux entreprises uniquement. Allez, on va parler d'IA, d'intelligence artificielle maintenant, puisque cette semaine encore, beaucoup de news liées à l'IA. On pourrait carrément faire un journal hebdomadaire de l'intelligence artificielle. Et alors cette semaine, c'est Snapchat qui a officiellement lancé un chatbot qui fonctionne avec de l'IA. Il s'appelle My AI. Il a envahi les écrans de tous les utilisateurs. Mais ça pose des problèmes. La fonction est plutôt décriée parce qu'elle a peut-être été lancée un peu vite. Effectivement, dans la série des projets basés sur l'intelligence artificielle qui aurait mérité de maturer un petit peu plus longtemps, Snapchat est plutôt bien placé puisque à peine généralisé, My AI aurait déjà des failles de sécurité importantes. Par exemple, une journaliste de BFM TV l'a testé en se faisant passer pour une jeune adolescente de 13 ans qui aurait une liaison avec un homme de 30 ans. Or, My AI, au lieu de la mettre en garde, l'aurait plutôt encouragée. L'IA a même surenchéri en proposant des idées de sortie et de soirées romantiques, tout en affirmant que la différence d'âge n'est pas problématique tant que l'on se sent à l'aise. Et même que cet écart d'âge peut présenter des avantages. En fait, c'est tout bonnement une incitation à la pédocriminalité. Ouais, c'est un peu délirant. Alors, faut quand même préciser, Lisa, sur cette histoire, qu'apparemment la journaliste n'avait pas clairement expliqué à l'IA dans le chat qu'elle avait 13 ans. Elle l'avait indiqué dans ses informations de profil. Mais le problème, c'est que le chatbot ne sait pas tenir compte des infos qu'on a entrées dans son profil. Ce qui montre, quoi qu'il en soit, il est sans doute pas au point, parce on dit pas des choses comme ça, notamment aux très jeunes enfants qui utilisent Snapchat. Effectivement, mais apparemment Snapchat aurait déjà corrigé le problème. Justement, ils auraient tendance à vouloir se servir des informations de profil et il y aurait des choses bizarres, mais aussi en matière de respect de la vie privée. Là aussi, ils ont besoin d'évoluer puisque par exemple, My AI serait capable de localiser l'utilisateur alors même que la géolocalisation a été désactivée dans l'appli. En plus, le bot est omniprésent en tête des conversations et pour le désactiver, il faut prendre un abonnement premium payant, ce qui a beaucoup agacé les jeunes utilisateurs. Conséquence, Snapchat a vu sa note dégringoler dans l'App Store. On va terminer avec encore une news qui concerne l'intelligence artificielle. C'est la multiplication sur le web de sites d'actualité entièrement générés par de l'IA. Oui, c'est ce qui ressort d'une étude de l'entreprise NewsGuard spécialisée dans la lutte contre les fake news et qui tire clairement la sonnette d'alarme. NewsGuard aurait repéré en fait une 50aine de sites dans le monde générés à 100% par de l'intelligence artificielle. Des blogs amateurs, mais aussi de vrais sites d'information en anglais et aussi en français. Et le problème, on le sait, c'est que les IA génératives ne font pas toujours preuve d'exactitude dans leurs réponses, pour ne pas dire qu'elles sont parfois carrément à côté de la plaque. Et 50 de ces sites, ce n'est sans doute qu'un début. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut repérer un site entièrement généré par de l'IA ? Eh bien, il y a quelques signaux d'alerte sur lesquels on peut s'appuyer, comme le fait que les articles ne soient pas signés, par exemple, ou alors par des auteurs au nom extrêmement étranges, comme Abra5786 ou Priyanka 123, comme on peut le voir sur le site, par exemple, du Daily Business Post. On peut également être alerté par le rythme de publication des articles, parfois jusqu'à
une centaine par jour, ce qui de toute évidence semble être difficile à tenir dans une rédaction classique. Il y a également beaucoup de répétitions et des raccourcis un peu simples, beaucoup de formules bateaux qu'on voit notamment sur ChatGPT comme en conclusion ou encore il est important de se souvenir que des choses qui sont normalement, et j'appuie bien sur le normalement, bannies dans des articles de presse classiques. Autre indice également, on peut parfois avoir des messages qui trahissent la présence d'une IA comme je ne peux pas répondre à cette demande. Enfin bref, sur ces sites, on trouverait un nombre phénoménal de publicité car évidemment, c'est à cela que servent ces sites, à amasser des revenus publicitaires. Merci Lisa de Bernard. Merci Jérôme, à la semaine prochaine. Alors l'actu était chargée cette semaine. On aurait pu parler aussi de l'ouverture au public du nouveau moteur de recherche Bing de Microsoft qui intègre GPT-4. Le nouveau Bing est disponible sans liste d'attente maintenant et en français. Il faut quand même d'abord télécharger le navigateur Edge. Et puis, toujours à propos d'intelligence artificielle, ce coup de tonnerre cette semaine, la démission d'un grand ponte de l'IA, Geoffrey Hinton. Il a quitté Google pour alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Alors, on va pas en parler dans l'hebdo, mais si ça vous intéresse, je vous en parle longuement dans un édito spécial à retrouver sur le fil de Monde Numérique. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine. Chaque semaine, on jette un coup d'œil sur une innovation proche ou lointaine, assez étonnante, utile ou pas. Eh bien, l'innovation, c'est cet étonnant décodeur de pensée qui transforme vos idées en texte grâce à une intelligence artificielle style ChatGPT. Ça a été mis au point par un étudiant en informatique de l'université du Texas à Austin. Il s'appelle Jerry Tang. L'expérience consiste à reconstituer du langage continu à partir de l'activité cérébrale humaine capturée par une machine à IRM, comme on trouve dans les hôpitaux. C'est une machine IRM fonctionnelle, IRM-F. C'est un décodeur qui va donc capter l'essence de ce que la personne écoute, regarde ou même imagine. Vous regardez une photo, on vous raconte une histoire, la machine traduit tout cela en mots. Alors, l'un des avantages, si on peut dire, c'est que ce n'est pas invasif, contrairement à des solutions comme les implants cérébraux d'Elon Musk. Là, il s'agit juste d'une captation à proximité, mais pas besoin de passer par le bistouri et de se faire implanter des capteurs dans le cerveau. C'est toujours plus intéressant et plus agréable. On ne sait pas pour autant quel est le pourcentage de réussite de cette expérience. Le chercheur indique que le décodeur a pu interpréter l'essentiel des histoires qui lui ont été présentées, mais parfois les traductions sont assez approximatives. Elles utilisent des constructions sémantiques qui sont différentes des originaux. Par exemple, dans le cas d'une histoire, ça va pas forcément être les mêmes mots, les mêmes phrases, mais l'esprit, à chaque fois, malgré tout, est conservé. C'est ça qui est stupéfiant. Forcément, cette innovation soulève des questions éthiques et les chercheurs eux-mêmes mettent en garde contre d'éventuelles utilisations malveillantes. Imaginons que ça serve à faire de la surveillance pour des gouvernements, des employeurs, etc. Évidemment, il faut être d'accord pour utiliser et se soumettre à ce type de décodeur de pensée, en tout cas en théorie, parce que qui nous dit que ce n'est pas finalement peut-être le détecteur de mensonges du futur. Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de Monde Numérique. L'intelligence artificielle révolutionne de nombreux pans de notre société avec les fausses images, les fausses vidéos et aussi les fausses voix. On va en parler. Le clonage de voix ouvre de nombreuses possibilités intéressantes pour la création de contenu, mais il y a aussi des risques. Par exemple, usurper la voix de quelqu'un pour faire une escroquerie. Alors, comment fabrique-t-on de fausses voix par intelligence artificielle ? On en parle avec mon premier invité de la semaine. Bonjour Anissa Yari. Bonjour. Tu es youtubeur spécialisé dans les technologies et notamment l'intelligence artificielle et on te retrouve sur ta chaîne YouTube Defend Intelligence qui a une grosse communauté. En deux mots déjà, est-ce qu'on peut présenter un peu Defend Intelligence ? Oui, c'est la chaîne YouTube d'un ingénieur en intelligence artificielle qui un jour ça a décidé de faire des vidéos sur YouTube pour expliquer ce qu'il faisait au travail. Donc voilà, très simplement. Tu t'es livré à une petite expérience qui est assez intéressante et que tu racontes d'ailleurs en vidéo tout récemment, qui tourne autour du clonage des voix. Tu as donc cloné la voix d'Emmanuel Macron et tu l'as fait chanter du Charles Aznavour.
C'est assez incroyable. Alors, il faut absolument que tu nous expliques comment tu as pu faire ça et voilà puis toutes les questions qui en découlent. Mais peut-être, je pense que d'abord, si tu m'autorises, on va écouter on va écouter un petit bout. Bien sûr. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoir. Alors Yanis, voilà, bon, ils sont pas forcément super justes, Emmanuel Macron, mais en tout cas, c'est vraiment sa voix, alors que tu ne l'as jamais fait entrer dans un studio. Non, je l'ai jamais fait entrer dans un studio, mais je l'ai fait entrer dans mon ordinateur. Emmanuel Macron, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, mais pourquoi Emmanuel Macron? En fait, c'est peut-être la personne en France la plus simple pour récupérer des données sonores, tout simplement parce qu'en fait, le président fait des discours qui passent à la télé avec une très bonne qualité sonore, sans bruit de fond, etc. Et donc, en fait, c'est assez facile d'extraire ces données sonores pour pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle qui recopient sa voix. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer les différentes étapes par lesquelles tu es passé pour réaliser cette séquence audio? Bien sûr. Alors d'abord, il faut récupérer l'audio. Ensuite, il faut venir séparer l'audio en plusieurs petits fichiers, notamment pour supprimer les moments de blanc, les moments où on n'entend pas très bien, etc. Et après, en fait, on va passer par plein de phases de processing du signal sonore pour justement le normaliser, pour faire en sorte d'enlever les bruits qui pourraient être un peu exceptionnels, enlever les S qui font très mal aux oreilles. Ça, les gens qui font de l'audio le savent très bien. Et après, en fait, on fait passer tout ça dans des modèles de machine learning, notamment des modèles qui ont été développés, qui ont commencé à être développés en 2021 par Facebook, par Meta, notamment des modèles du type Hubert qui s'appelle. Il y a aussi des modèles qu'on appelle des modèles de diffusion aussi sonore, beaucoup développés en Asie, notamment en Corée, au Japon, en Chine. Et en fait, une fois qu'on imbrique tous ces petits Legos, on est capable, avec les données sonores d'Emmanuel Macron, de venir générer une voix qui est la voix du président, avec une approche notamment qui s'appelle du speech-to-speech, qui n'est pas une approche type text-to-speech. C'est assez différent, parce que le vrai problème, quand on veut avoir une voix naturelle, en fait, c'est la modulation de la voix. C'est-à-dire à quel point on va avoir une voix qui va monter dans les aigus ou les graves, ou est-ce qu'on va avoir des E, ou est-ce qu'on va dire bonjour très longuement, ou est-ce qu'on va vouloir dire bonjour de manière très rapide, etc. C'est ça en fait qui fait le naturel d'une voix, et c'est pour ça que les approches type speech-to-speech peuvent être intéressantes. Alors, si on comprend bien ce que j'ai cru comprendre en regardant ta vidéo, c'est que là, tu parles d'outils que tu as récupérés, que tu as utilisés, mais tu as également mis les mains dans le cambouis. Enfin, je veux dire, tu as été obligé toi-même d'écrire du code? Ouais, c'est ça, exactement. Il faut récupérer différentes parties de différents repositories sur GitHub pour pouvoir venir beaucoup l'adapter à une voix française, parce qu'il y en a beaucoup qui vont l'adapter à une voix anglaise. Donc, il faut modifier quelques petits trucs. Il faut modifier notamment quelques petits paramètres type transformer dans certains modèles, qui sont des modèles de base aujourd'hui quand on veut faire de la prédiction du mot suivant ou de la prédiction du signal sonore suivant dans le cadre ici. Donc, il faut modifier un peu des petits trucs. Et du coup, ça nous donne un modèle qui s'entraîne sur une dizaine d'heures pour recopier une voix à peu près. Quand on dit un modèle qui s'entraîne, parce que c'est ça que beaucoup de gens au fond ne comprennent pas forcément, parce que c'est assez abstrait, c'est pas facile, c'est pas évident à appréhender. De quoi on parle exactement? C'est-à-dire qu'il y a toujours une phase préalable d'apprentissage où on va prendre un bébé qui sait rien faire et on va lui apprendre à faire des choses, et ensuite on va l'utiliser, c'est ça? C'est ça exactement. C'est l'exemple que tu as donné sur le bébé est très juste. C'est-à-dire qu'on va venir lui montrer qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse de manière finale, et lui, il va apprendre à les faire. Et notamment, les approches que j'ai utilisées, c'est des approches du type self-supervised learning. C'est des nouvelles approches, en fait, qui tendent à donner des données en entrée, cacher une partie des données à l'intelligence artificielle et lui demander de venir générer les bouts manquants. Et en fait, on a juste besoin de prendre ensuite ce générateur qui a appris à générer les bouts de phrases manquantes de Macron pour pouvoir venir générer une phrase complète de Macron. Et c'est en ça que c'est intéressant. Ouais. Il va venir apprendre à recopier la voix petit à petit. D'accord. Quand tu dis générer des phrases manquantes, ça va être quoi? Des sonorités, des mots ou des sonorités uniquement?
Non, ça peut être de tout, c'est-à-dire que je lui donne 15 secondes d'audio de Macron, il va prendre Ouais. aléatoirement 4 secondes de cet audio, il va le masquer et il va demander au modèle d'apprendre à générer les 4 secondes manquantes. D'accord. Et au fur et à mesure comme ça, qui va essayer, échouer, réessayer, au final, en fait, on va avoir un modèle qui va être capable de générer plein de petits bouts manquants, mais au final, s'il s'est généré plein de petits bouts manquants, en fait, il s'est généré un discours complet. Et alors, comment est-ce Oui. que tu passes de ça à une chanson de Charles Aznavour? Alors, c'est là où est le phénomène d'itération qu'on retrouve beaucoup en intelligence artificielle. C'est-à-dire que comme le modèle teste et échoue et reteste, moi aussi je teste et échoue et reteste. Au début, en fait, c'est moi qui chante et je lui donne ma voix et donc ça Ah va ouais. reproduire l'effet chanté de ma voix. Mais moi, je sais pas chanter. Et du coup, il y a eu plein de personnes dans les commentaires sur la vidéo YouTube qui m'ont dit, mais Anis, pourquoi tu donnes pas la voix de Charles Aznavour Bah oui. qui chante mais sans la musique? Et j'ai dit, mais oui, mais c'est une trop bonne idée, en fait. Et du coup, j'ai repris une voix a cappella sur YouTube de Charles Aznavour qui chante. Je l'ai donné au modèle. Et en fait, on a les très bonnes intonations du vrai Charles Aznavour. Et après, il suffit juste de prendre la musique, venir faire absolument aucune modification de la voix en sortie. Et voilà, on a ça qui a tourné sur Twitter et qui a fait pas mal de bruit. Voilà, donc ça, c'est la bonne version, entre guillemets, qui est encore meilleure que la première que tu avais générée. Exactement, C'est exactement. ça. En reprenant, en fait, les voix originelles et en les appliquant sur les voix originelles, ouais. Hmm. Alors bon, on savait déjà, on sait de manière théorique, on va dire que l'IA peut, alors ça peut faire des deepfakes, des images générées, des deepfakes vidéo, l'audio aussi, le clonage audio. Là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ton expérience, on touche du doigt le truc. Alors en plus, c'est pas mal intentionné, il y a un côté humoristique, etc. Mais on voit toute la puissance de cette mécanique-là, et il y a quand même un petit côté un peu effrayant, quoi. Ça veut dire que demain, on pourra inventer des artistes, on pourra cloner des artistes, cloner des voix, faire des escroqueries, etc., etc. Bah, dans le cadre de cette vidéo, moi, au début, je me suis dit, mais est-ce que je veux montrer toute la puissance de la chose et faire générer des fake news à Emmanuel Macron? Mais après, je me suis dit, waouh, on est sur Internet, il y a des gens qui peuvent très bien prendre des extraits de ce que je vais dire, les détourner, les faire tourner sur des groupes Facebook. Et en fait, moi, en termes de déontologie, j'ai trouvé là ma limite dans ma création de contenu. Et c'est pour ça que je suis parti sous l'angle humoristique, tout en expliquant que, en fait, l'usage que j'en fais, il est mignon. On fait chanter le président sur Charles Aznavour. Il y a même des proches du président qui m'ont dit qu'il a écouté, ça l'a amusé. Donc c'est mignon. Mais en fait, ce que je veux montrer par cet aspect mignon, c'est qu'en fait, je peux lui faire dire absolument ce que je veux. Je peux lui faire dire des déclarations de guerre à d'autres pays. Je peux inventer des faux audios qu'il aurait dit, etc., etc., etc. Et là, on parle pour le président, mais on peut le faire avec n'importe quelle personne de lambda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous dans nos messages des proches qui nous envoient des messages vocaux. Je pourrais très bien m'amuser à entraîner un message vocal, je sais pas moi, imaginons je suis marié, j'ai 3 enfants, de mon ex-femme et lui faire dire ce que je veux dans le cadre d'un divorce pour récupérer, je sais pas, X ou Y chose. Donc on en est là, on évolue dans ce monde où le fake n'est plus réservé à une certaine élite, mais est réservé à absolument tout le monde et peut impacter potentiellement tout le monde. Et c'est ce que je veux montrer par cette création de contenu. Ouais. Merci beaucoup, Anis Ayari, de la chaîne YouTube Defend Intelligence. Et on encourage à aller voir cette vidéo entière dans laquelle tu expliques comment tu as fabriqué ce clone chantant d'Emmanuel Macron. Version intégrale de cette interview à retrouver la semaine prochaine ou dans la version premium de l'hebdo sur Apple Podcast. L'intelligence artificielle est de plus en plus partout. On voit fleurir des ChatGPT spécialisés de tous les côtés. Alors dans les outils bureautiques comme Microsoft Office ou Slack, qui vient d'annoncer l'intégration de ChatGPT, et aussi dans des secteurs grand public comme la santé ou le droit. Cette semaine, au moins 2 chatbots spécialisés dans le juridique ont été annoncés et dévoilés. Légi GPT et Ordali, des sortes d'avocats virtuels. J'ai interrogé la cofondatrice d'Ordali. Bonjour Léa Fleury. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondatrice de Ordali. C'est une sorte de petit robot juridique qui est donc capable de répondre aux questions qu'on se pose lorsqu'on a des interrogations juridiques. C'est un peu un chat GPT du droit français, hein. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Ordali, c'est une plateforme conversationnelle, donc une sorte de chat GPT du droit français, comme vous l'avez dit, qui va être sous-tendu par une intelligence artificielle. Donc on a
d'un côté un modèle de langue LLM, donc GPT 3.5, et à côté de ça, on va développer nos propres modèles d'IA qui vont nous permettre de créer le projet qui est Ordalie aujourd'hui. Notre conviction, c'est de permettre un meilleur accès à une information juridique de qualité, qui est aujourd'hui, qui peut paraître un petit peu intimidante et un peu élitiste parfois sur certains aspects. Donc voilà, on essaye de faire ça et de combiner tech et droit. Alors, à quoi sert Ordalie ? Quel type de questions est-ce que je peux lui poser ? Alors, pour le moment, on a intégré tous les codes juridiques. Donc, quasiment tous les domaines du droit sont représentés. Donc, si vous posez une question à Ordalie, elle est censée vous répondre. Actuellement, on n'a pas encore intégré toute la jurisprudence et les conventions collectives parce que techniquement, ça reste quand même un défi qu'on est en train de relever, mais c'est pas encore terminé. Donc oui, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, sauf que la question sera complète, mais il manquera quand même le côté droit de la pratique, donc tout ce qui est jurisprudence. Par exemple, en droit du travail, ce sera une réponse basée que sur le code du travail, ne sera jamais complète. Il faudra toujours les conventions collectives, et nous, on travaille justement à faire que les réponses soient les plus complètes possibles, donc intégrer aussi ces sources-là. Alors là, je viens de lui poser la question, par exemple, l'arbre de mon voisin déborde sur mon jardin, que puis-je faire ? Alors, il me répond, selon l'article 673 du Code civil, votre voisin n'a pas le droit de laisser les branches de ses arbres dépasser la limite de votre propriété, etc., etc. Est-ce que toutes ces informations sont fiables, Léa Fleury ? Parce qu'on sait que, par exemple, ChatGPT, lui, a tendance à raconter un peu n'importe quoi parfois. Alors oui, les informations sont fiables parce que nous, justement, on se fonde pas que sur ChatGPT, on développe d'autres modèles à côté. On va donc faire un énorme travail de recherche de l'information juridique et ensuite, grâce à des by-encoders et cross-encoders, on va pouvoir justement faire en sorte que l'information soit la plus précise possible. C'est grâce justement à ces deux modèles-là que l'information va être plus précise. Et à côté de ça, on a quand même mis une sécurité aussi, c'est-à-dire qu'on va citer nos sources. À côté, normalement, vous pouvez voir tous les articles auxquels votre question peut se référer pour quand même avoir cette sécurité. Et c'est quand même la base du droit d'avoir une réponse fondée sur des articles en particulier et pouvoir sourcer la réponse. Est-ce que c'est la mort des avocats ? Pas du tout, non, absolument pas. Juriste, avocat, absolument pas. C'est plutôt ça se positionne plutôt comme une innovation de soutien. Donc ça va être, par exemple, pour des particuliers, un avant-goût du service de l'avocat pour pouvoir voir. Alors je dis n'importe quoi, mais si par exemple la question qu'on se pose peut être légitime ou si ça vaut le coup d'aller voir un avocat, d'engager des frais, d'engager du temps. Pour ce qui est de l'avocat, ça peut également être un gain de temps considérable parce que pour avoir été par exemple stagiaire en cabinet d'avocat, je passais énormément de temps à faire des recherches juridiques, donc extrêmement chronophage, fastidieux. C'est du temps qui n'est pas facturable pour un avocat. Donc ça va être non seulement un gain de temps considérable pour l'avocat et il pourra et aussi une optimisation du temps de travail. Voilà, donc non, c'est pas du tout la mort des avocats, c'est plutôt un soutien à ce genre de profession. Ça remplacera jamais l'humain. Ah oui, c'est ce qu'on dit toujours, au début. Alors, pour l'instant, Ordalie vient de sortir de l'œuf, hein, donc il y a un site web, voilà, qui est assez minimaliste. Le service est gratuit. Vous envisagez éventuellement de rendre les cyberconsultations ou les consultations de ce ChatGPT du droit payantes un jour ou l'autre ? Alors, donc déjà, on a un onglet bibliothèque juridique. Donc c'est une sorte de modèle, de moteur de recherche intelligent plus classique où là, ça restera gratuit. C'est gratuit. Ensuite, pour le moment, notre plateforme conversationnelle est gratuite. Pour les particuliers, en fait, et pour que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, l'offre sera différente parce que l'objectif sera également différent. Donc, on aura une offre plus accessible pour les particuliers et qui sera aussi basée sur un business model peut-être moins récurrent parce que, en tout cas, j'ose espérer que les particuliers n'ont pas des problèmes juridiques toute l'année et donc ils n'auront pas forcément besoin de souscrire un abonnement. Donc, ce sera payant. Mais justement, nous, notre conviction, c'est quand même que ce soit largement accessible pour justement casser avec le côté assez élitiste du droit qui peut être parfois un petit peu intimidant de ce côté-là.
Merci beaucoup Léa Fleury, cofondatrice de Ordalie, qu'on retrouve sur le site ordalie.tech. Alors de l'IA partout et l'IA qui s'apprête à transformer de nombreux secteurs professionnels. Cette semaine, j'ai eu envie de prendre un peu de recul avec un troisième invité, un observateur avisé depuis très longtemps de l'innovation technologique. Bonjour Georges Naon. Bonjour. Vous avez été pendant 15 ans président d'Orange dans la Silicon Valley. Vous êtes spécialiste de la tech américaine, aujourd'hui conseiller en innovation technologique, auteur, conférencier. Alors, on va parler ensemble de l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers, sur l'emploi. Goldman Sachs qui parle de 300 millions de postes dans le monde qui risquent de disparaître, des listes d'emplois, de métiers en tout cas qui n'existeront plus ou qui vont être sérieusement impactés. Ça va de spécialistes des relations publiques à secrétaires juridiques, poètes, paroliers, mathématiciens, ingénieurs, gestionnaires de données, etc., etc. Journalistes, c'est dans la liste également, ça va être impacté, ça l'est déjà. Quel est votre regard là-dessus ? Beaucoup d'activités, de rôles et de jobs vont être impactés. L'impact sur le marché de l'emploi, ça reste à préciser. Pourquoi ? Parce que même si effectivement cette vague d'innovation autour de l'IA générative, beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu dans le passé. Enfin, ça, c'est exceptionnel. C'est la vitesse. Donc, est-ce qu'on va être capable de convertir, d'amplifier, comme on dit, les rôles actuels pour les gens qui sont en poste et qui ont déjà des compétences de base suffisantes? Est-ce qu'on va être capable de les élever assez rapidement en compétences? Alors, la réponse est probablement oui. Est-ce qu'il y aura une carence, une pénurie de gens de ce genre-là ? Oui, on a vu ça au moment, je me souviens très bien de l'époque du Big Data. On ne trouvait pas assez d'ingénieurs formés au Big Data. C'était moins sous pression qu'on va l'être là avec l'IA génératif, mais il y avait quand même une pénurie et puis les écoles, les entreprises se sont mis à former, à reformer. Il s'est créé tout un métier de formateur autour du Big Data. Et là, on va voir la même chose. C'est-à-dire que la première vague d'impact se fera sur des gens qui sont en poste et qui vont évoluer. Et probablement d'ailleurs, beaucoup plus que dans le passé, l'école blanc. Dans le passé, tout ce qui était robotisation, automatisation, tous ces trucs-là ont beaucoup touché l'école bleue, en fait. Oui, les ouvriers, ceux qui... Voilà. Production, etc. Les gens qui... Voilà. Alors que maintenant, on sent bien que c'est l'école blanc ou blanchâtre qui vont être touchés parce que il va falloir que ces gens-là, pour profiter de tout ce qui se passe, fassent évoluer leurs compétences. IBM qui vient d'annoncer des licenciements ou des perspectives de licenciement. Ils estiment que 30% des emplois administratifs et de support pourraient être remplacés par de l'intelligence artificielle. Oui, mais à quelle vitesse est-ce que IBM va pouvoir remplacer ou faire évoluer ces compétences qui sont plus utiles en des compétences utiles? Quelle est la proportion des gens qui sont censés être licenciés, qui peuvent être gardés pour monter en compétences ou latéralement, donc déplacer, comme on dit, déplacer pour faire d'autres choses liées à l'IA. Justement. Oui, parce que là, on parle de quel type d'emploi ? C'est du support, donc c'est du support, c'est l'analyse de problèmes pour le client, etc. On l'avait vu dans le support client, déjà, tout ce qui était support client avec tous les chatbots, déjà à l'époque, hein, mais les chatbots, ça remonte à 5 ans déjà. Et ça c'est bien intégré. Enfin, c'est rare de voir un service client qui n'est pas aidé ou directement mis en relation avec un chatbot. C'est-à-dire que demain, on achètera un produit technologique, une voiture, n'importe quoi, un équipement médical hyper professionnel. Non seulement il n'y aura pas de mode d'emploi, mais en plus, il n'y aura plus forcément de techniciens pour nous aider à le prendre en main et à répondre aux questions qu'on aura. On aura un ChatGPT.
Je pense que oui. Je pense que alors là, ça sera peut-être un peu moins une évolution brutale que dans les autres cas d'application de l'IA générative, parce que on est déjà habitué quand même à avoir ces échanges avec des robots, des chatbots qui marchent plus ou moins bien. Il y a tous les trucs, les forums d'utilisateurs qui donnent des réponses. C'est jamais parfait. C'est vrai que là, on va, oui, c'est compliqué. Puis il faut y passer du temps. Et puis on n'est pas sûr de la source. On n'est pas bon. Là, il est exact que l'intelligence entre guillemets de ces systèmes va apporter beaucoup plus de renseignements, notamment parce que ils vont être entraînés, ces systèmes de langage là, ils vont être entraînés avec les informations de l'entreprise. Donc, si vous voulez tout savoir sur tel lave-linge, tout sera là. Et puis, il y aura tout ce qui n'est pas public qui sera ingéré par ces systèmes, tout ce qui n'est pas public dans les fonds documentaires d'entreprise, qui ne vont pas être restitués tels quels, mais qui vont être utilisés. Parmi les branches professionnelles qui peuvent être impactées, le juridique, très clairement, ChatGPT va se régaler. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a une limite à la créativité et au talent humain dans ces domaines-là, comme dans d'autres d'ailleurs? C'est une question qui va se poser quand même, parce que ces systèmes sont capables, enfin, ils ont une connaissance qui n'est pas accessible à un humain normal. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de ce qu'on peut dans une vie, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut comprendre, de ce que l'on lit, que l'on capte par la vue, par l'oreille. Aucun avocat ne connaît tous les textes de loi. Mais c'est exactement ça. Mais il sait chercher dans les livres. Il sait chercher dans le livre, mais tout ça, mais ça sera vrai dans d'autres domaines que le domaine du juridique. Hein, tout ce qui va être, je pense au discours, tout ce qui va être les gens qui écrivent des discours aujourd'hui, elle avait déjà beaucoup qui faisaient du demi-plagiat de ce qu'il y avait sur Internet. Là, ça va prendre des dimensions. Si les gens savent bien manipuler les invites, les prompts, on va arriver à avoir à toute vitesse un discours formidable, une lettre de recommandation. Je prends des choses de ce genre, originales en plus, c'est-à-dire que 2 fois de suite, on n'aura pas la même si on fait la même demande. Donc, c'est un peu ce qui caractérise ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc, dans le cas, toutes les plaidoiries, tous les textes qui sont disponibles à l'extérieur, et donc la majorité, je pense, aujourd'hui, sont disponibles, vont être ingérés par ces systèmes qui vont apprendre de ces choses-là, comment faire une plaidoirie pour tel cas précis. Ça peut être un cas qui s'est produit, je sais pas, dans le sud de l'Italie, mais ça va être traduit en français ou en anglais, et on va arriver à articuler ça dans une nouvelle plaidoirie. Je prends cet exemple parce que c'est frappant pour des gens comme moi qui sont pas spécialistes en droit. Et puis tout ce qui est contractuel, c'est-à-dire la rédaction de contrats. Tout ça peut être fait à une vitesse grand V. Les statuts pour les entreprises, qui étaient déjà des copier-coller un peu retravaillés. Oui, c'est ça. Donc ça sera une évolution peut-être plus rapide que dans le passé en termes d'amélioration, mais ça se fera un peu dans la ligne de ce qui a déjà eu lieu avec. C'est un peu ce qui s'est passé pour les comptables avec Excel. Ouais. Même les scénaristes de Hollywood semblent s'inquiéter de l'intelligence artificielle. Oui, ils sont en grève actuellement là, de début mai parce que d'une part ils demandent, comme ils le font de temps en temps, des augmentations de salaire, mais surtout et c'est ce qui a retenu l'attention cette fois-ci, c'est qu'ils demandent une sorte de prise de position et d'action contre l'IA. Alors d'une part parce que l'IA pour eux ça fait du plagiat, enfin, et donc ils utilisent. Oui, parce que l'IA se nourrit de leur création antérieure. C'est ce qu'ils disent, et donc on n'a pas un moyen de vérifier ça, on n'a pas un moyen d'être rémunéré en droit d'auteur quasiment. C'est comme pour la presse, comme pour les artistes, etc. Ils disent il faut trouver un moyen de faire ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent tous ces scénarios qui sont faits, qui sont écrits notamment par des IA ou avec l'aide d'IA pour une grosse partie, fait qu'on nous met la pression maintenant pour nous payer de moins en moins cher. Ouais. Et donc ils disent ça c'est insupportable. Et donc il faut que vous ayez un moyen de détecter les trucs qui sont écrits avec du GPT ou des choses équivalentes, et puis vous les refusez en fait. Ou alors, si nous, on doit corriger derrière, eh bien, on est payé comme on est payé maintenant, quoi. Ouais, bien sûr. Même si on y passe moins de temps. Ce qui s'est passé un peu dans l'édition, je crois, en quelques semaines, des maisons d'édition se sont vues inondées par des manuscrits, notamment dans le domaine de la science-fiction. Et en fait, c'était du ChatGPT qui était derrière. Ben voilà, donc. Et l'autre chose qui était intéressante, c'est l'annonce du patron d'une société californienne qui s'appelle Chegg, avec 2 G comme chicken and egg, enfin donc l'œuf et la poule en gros, qui est un service légal, enfin qui aide les étudiants et les lycéens, etc.,
à faire leurs devoirs. Donc c'est payant, c'est un abonnement, et donc ça vous donne le moyen de, entre guillemets, de produire des devoirs, oui, d'apprendre en même temps, beaucoup mieux que si vous étiez seul, surtout si vous séchez sur certains sujets. Et le PDG a annoncé, je crois qu'il a annoncé au moment des résultats que il voyait le nombre d'abonnements baisser dramatiquement, comme on dit aux États-Unis, depuis quelque temps. Concurrencé par ChatGPT. Concurrencé par ChatGPT, et le cours de l'action a perdu plus de 40% à la bourse de New York. Donc on peut voir des effets, mais il y en a sans arrêt. Il y en aura. On va voir des choses comme ça sur l'emploi et le fonctionnement des entreprises qui vont plus. Alors d'ailleurs, la bonne réaction de Chegg, c'est de tout de suite introduire de l'IA, et donc probablement un lien avec ChatGPT, pour améliorer ou faire une offre nouvelle qui sera attractive, en faisant peut-être valoir que bientôt on saura détecter ce qui est fait par ChatGPT, et donc les étudiants pourront pas juste se pointer avec un document fait par ChatGPT. Donc peut-être qu'ils vont faire quelque chose de ce genre. En tout cas, ils ont une réaction intelligente. Merci beaucoup, Georges Naon, ancien président d'Orange dans la Silicon Valley et spécialiste aujourd'hui de l'innovation technologique. Et on renvoie à vos ouvrages et puis éventuellement à vos conférences également. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo, numéro 87. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages, plusieurs commentaires très sympathiques reçus encore cette semaine. Vous pouvez poster des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Surtout, n'oubliez pas les petites étoiles, 5 petites étoiles sur les différentes plateformes, Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, bien entendu. Et puis, vous pouvez retrouver tous ces contenus avec encore plus d'informations sur le site Monde Numérique en un seul mot.info. Monde Numérique, c'est aussi des interviews en épisodes séparés, en version longue. Ce sera à partir de la semaine prochaine, sauf si vous écoutez la version premium de ce numéro de l'hebdo, puisque là, vous avez déjà pu bénéficier de toutes les interviews en version intégrale, et notamment celle de Georges Naon, passionnante, dans laquelle on revient, entre autres, sur les craintes en ce qui concerne l'intelligence artificielle, la réaction de Geoffrey Hinton, ce chercheur qui a décidé de quitter Google pour se transformer en lanceur d'alerte. Voilà, c'est l'un des sujets forts du moment. Je vous salue, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Une semaine pleine de tech, c'est ce que je vous souhaite. À très vite.